Et merci pour votre invitation. Je fais même exprès de ne pas parler du domaine dans lequel je suis invité. C'est trop risqué à chaque fois. À moins de faire relire mes slides par quelqu'un de spécialiste. Mais vous allez pouvoir extrapoler certainement. Juste mes liens d'intérêt. Alors, juste pour... on parle d'intelligence artificielle et c'est l'AMA, l'Association américaine de médecine, qui préfère parler d'intelligence augmentée. Pour dire que vous gardez quand même la maîtrise de ce que vous faites en permanence. Et ils ont fait une enquête. En 2023. Ils ont réitéré en 2024 auprès de 2000 médecins spécialistes ou généralistes pour voir un peu comment l'intelligence artificielle était appréhendée. Et on voit qu'il y a une amélioration, en tout cas une prédisposition, de l'enthousiasme généré par l'intelligence artificielle. Mais il y a quand même des questions qui reste, ce que j'ai encadré en bas, sur vraiment la mise en place de ces outils dans la pratique quotidienne des médecins. Comment ça va se faire, comment ça va vraiment se mettre en place. Toute l'enquête est disponible en ligne. Alors moi, je voulais juste vous utiliser un peu le principe du système de santé apprenant pour présenter ce qu'on a fait à l'hôpital Necker Enfants Malades avec l'Institut Imagine. Donc moi je suis en charge de la plateforme Sciences et Données et je suis arrivé en 2012 avant que le bâtiment existe et j'ai été hébergé par la DSI de Necker, le service informatique de Necker pendant 2 ans, ce qui m'a permis de faire pas mal de choses. Je vous avoue que ces 2 ans ont été essentiels à mon avis pour faire tout ce que j'ai fait après. Le système de santé apprenant, c'est vraiment la tarte à la crème des données. En gros, on produit des données dans le cadre du soin. C'est utilisé par la recherche, et la recherche produit de nouvelles connaissances, et on réintègre ces connaissances dans le cadre du soin. Des deux côtés, il y a des verrous, c'est pas si simple, en vrai. Que ce soit pour récupérer les données, retrouver les patients, et pareil, pour réinjecter le soin. Et dans ce cercle-là, il manque un raccourci, à mon avis, c'est que finalement, vous êtes les premiers producteurs de données, et les derniers à vraiment pouvoir les réutiliser de manière assez simple. C'est-à-dire que pour retrouver des patients, vous devez connaître le nom, prénom, date de naissance, sinon, vous ne pouvez pas, à moins de passer par le DIM, c'est compliqué. Et malgré tout, toutes ces données, vous en avez besoin en permanence pour le soin et la recherche. Pour le soin en RCP, ou tout simplement quand vous êtes face à un nouveau patient qui est particulier, et vous faites à tous les patients que vous avez déjà vus. Et donc je pense qu'il faut vraiment pouvoir permettre cet accès à la mémoire individuelle et collective au travers de ces données pour accélérer en tout cas pour permettre de mieux prendre en charge les patients. Alors l'idée, c'est vraiment d'utiliser ce qu'on appelle... Alors maintenant, je pense qu'on entend... beaucoup parler des entrepôts de données de santé. Je pense que tous les hôpitaux dans lesquels vous êtes sont en train, s'ils ne l'ont pas déjà fait, en train de s'équiper d'un entrepôt de données de santé qui permettrait normalement de lever tous ces verrous. Alors je dis normalement parce qu'il y a pas mal d'hôpitaux qui se dotent d'entrepôts de données de santé, mais il reste un peu, uniquement pour la recherche et finalement assez peu pour le soin. Et je pense que c'est sous-utilisé. Beaucoup des usages, en fait, c'est vraiment dans le soin. La recherche, finalement, c'est qu'une partie de ce que vous faites. Et je pense qu'il faut pouvoir activer ces données dans le cadre du soin. Alors, comment rechercher dans les dossiers médicaux? Comment extraire rapidement les données? Comment permettre, pourquoi pas, d'aider au diagnostic grâce à toutes ces données? On va voir comment on pourrait faire ça. Alors, juste pour les entrepôts de données, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais ça m'étonnerait, c'est vraiment recopier automatiquement toutes les données produites dans l'hôpital dans un seul endroit, dans une seule base de données, et qui est suffisamment bien organisée pour pouvoir le requêter de manière efficace. Ce qui est différent dans Data Lake, où on copie toutes les données, mais elles ne sont pas forcément bien organisées. Là, elles sont bien organisées pour pouvoir les rechercher. J'ai imaginé 3 types d'entrepôts de données. Le premier, c'est vraiment le registre. Les données structurées à la main, par des techs, ça coûte très cher, mais ça permet normalement d'avoir des données de qualité bien structurées. Alors souvent, c'est pas de si bonne qualité, enfin ça dépend des moyens qu'on y a mis, et souvent il va manquer la question, la variable qui permettra de répondre à la question précise. On est obligé de retourner au dossier parce qu'on a oublié de préciser une variable dans le registre. Donc c'est bien, mais c'est mieux si on a une question au préalable avant et on connaît les variables qu'on doit structurer. Ensuite, il y a l'entrepôt de données structuré de manière automatisée. C'est ce qui a été fait pendant très longtemps. C'était les Américains avec I2B2, I2B2, qui avaient mis ça en place dans les années 2010, où il y avait une extraction automatique d'informations dans les comptes rendus, et on le stockait de manière structurée. Le problème, c'est qu'on perd le contexte. On ne sait plus dans quelle phrase ça a été fait, et comme les méthodes d'intelligence artificielle évoluent, on améliore la capacité d'extraire les données, et on perd la possibilité de le refaire.
Et c'est un peu pour ça qu'en 2014, moi je m'étais dit, je vais construire un entrepôt de données que j'ai appelé primaire, où on stocke les données telles qu'elles sont produites. Donc les comptes rendus, on les stocke comme ça, les données structurées, on les stocke comme ça, c'est très bien. Et ensuite, on va développer des outils au-dessus pour pouvoir les explorer. Quand j'en parlais il y a 10 ans, on me dit garbage in, garbage out. Maintenant, avec ChatGPT, le discours change parce qu'on voit que finalement le texte libre est intéressant. Alors, tout dépend aussi de la qualité du compte-rendu. On voit bien que la diminution de plus en plus importante des secrétaires médicales fait que la qualité des comptes-rendus diminue aussi. Mais on pourrait imaginer que l'intelligence artificielle permettrait de rédiger des comptes rendus de meilleure qualité. Voilà. Donc, à la fin, la boucle est bouclée. Je vais vous présenter 3 principaux cas d'usage. Le premier, c'est vraiment le moteur de recherche, l'accès à la mémoire, le truc évident. Le deuxième, c'est vraiment extraire les données, comment générer des hypothèses. Et le troisième, c'est voir si on peut l'utiliser pour réduire l'errance diagnostique, par exemple. Je vais aller un peu vite. L'idée, c'était vraiment de faire une base de données, mais surtout de faire un logiciel qui permet de générer de l'usage sur ces données. Intégrer les données, ce n'est pas suffisant, il faut vraiment avoir une interface qui permette aux utilisateurs de l'exploiter. Et donc ça veut dire pas beaucoup de clics, par exemple, pour les médecins, parce que chaque clic, c'est une difficulté supplémentaire. Juste pour vous donner le contexte, à Necker, donc on a mis en place cet entrepôt de données en 2014, on l'a ouvert à premiers utilisateurs en 2017. Aujourd'hui, il contient 990 000, depuis ce matin, 990 000 patients. Il y a 11 millions de documents. Donc c'est à la fois des comptes rendus, des rapports de biologie, comptes rendus d'hospice, comptes rendus de tout ce qu'on veut. Et on a 100 millions de données structurées, on a 35 sources de données intégrées. On a publié ce travail dans le Journal of Biomedical Informatics en 2018. Ça, c'est le contenu. Maintenant, les accès, le logiciel. Alors, si on repart sur le moteur de recherche, première idée, c'est vraiment, moi, ce que je voulais, c'était faire un moteur de recherche à la Google. Le truc ultra simple, qui ne demande aucun effort de structuration, on recherche ce qui est écrit dans les comptes rendus. Pourquoi faire rechercher des patients? Pour repérer des patients d'intérêt, ça paraît évident, dans le cadre du soin. Et comme ça, je vais pouvoir... je suis en RCP, j'ai un patient compliqué, j'essaie de retrouver des patients qui ressemblent en mettant des signes cliniques, des traitements, des hospitalisations, des durées d'hospitalisation, n'importe quoi, qui permet de retrouver des patients qui ressemblent. Je peux tester des hypothèses. Alors ça, c'est Olivier Hermine pour en parler, parce qu'il l'utilise pas mal à Necker pour ça. Il a des intuitions, puis ça lui permet de regarder s'il y a des patients qui correspondent à ces idées. À partir de là, on va pouvoir donc rechercher des patients, générer des hypothèses et proposer une nouvelle question scientifique. Une fois qu'on a une nouvelle question scientifique, on va pouvoir créer une cohorte, alimenter une base de données structurée, et faire une analyse statistique, une analyse scientifique précise qui va permettre de trouver des signatures, des biomarqueurs, un peu ce qu'on veut. Mais une fois qu'on a des signatures phénotypiques, par exemple, on va pouvoir retrouver des patients d'intérêt qui répondent à un traitement, qui répondent à un diagnostic, et qu'on va pouvoir améliorer la prise en charge. Et on retrouve ici un peu le système de santé apprenant que je présentais tout au début. Le premier bloc, c'est vraiment dans un usage quotidien. C'est le périmètre de soins du médecin. Et c'est même plus important, je pense que vous devez pouvoir accéder à des données nominatives. C'est-à-dire que si vous faites une recherche, vous avez une intuition, vous imaginez quelque chose et vous mettez vos critères de recherche, il vous ressort 25 patients. Si vous avez 25 ID pseudonymisés et qu'il faut cliquer sur chaque patient pour regarder ce qu'ils ont, ça va être un enfer. En revanche, si vous avez la liste des 25 patients qui sont passés dans votre service, avec le nom, prénom, vous avez tout de suite, vous savez ce qu'ils ont eu, vous savez qui c'est, vous avez tout de suite une idée à peu près de pourquoi ils ont été retrouvés, s'il y a quelque chose un peu derrière. En revanche, la deuxième partie, c'est vraiment dans le cadre de la recherche, c'est pseudonymisé, ça peut être multicentrique, il faut passer devant un conseil scientifique et éthique, etc., etc. Je pense que c'est deux environnements qui sont tout aussi importants et on privilégie trop celui du bas dans les hôpitaux. Alors voilà à quoi ça ressemble, c'est des données fictives, donc les noms, prénoms que vous voyez, c'est complètement faux. L'idée, c'est vraiment de faire un moteur de recherche ultra simple, on met du texte, il retrouve des patients, mais on peut faire des requêtes beaucoup plus compliquées. Là, on a mis de l'intelligence artificielle, c'est sûr, chose toute bête, hein, c'est par exemple la négation. Au début, quand je l'ai développé en 2013, j'avais 70% de faux positifs. Parce que le patient n'a pas de diabète, la cousine a une maladie de Crohn. Et en fait, ça ramenait, surtout dans les contextes de maladies génétiques, maladies rares, il y avait beaucoup d'antécédents familiaux, beaucoup de négations. Il a fallu traiter tout ça avec des méthodes assez simples au départ et qu'on a complexifiées au fur et à mesure des années. Ça paraît simple, mais ce n'était pas si simple.
Sur le moteur de recherche, aujourd'hui, il y a plus de 1600, depuis 2017, il y a eu plus de 1620 utilisateurs, médecins, ARC, internes. Il y a eu plus de 52 000 requêtes qui ont été réalisées. Il y a eu plus de 2700 cohortes de créées, donc les utilisateurs peuvent créer des cohortes, elles sont sauvegardées, ils peuvent continuer à les alimenter au cours du temps. Ils peuvent se créer des alertes pour dire j'ai mis des critères de recherche et attention, il y a un nouveau patient qui correspond à ces critères. Alors ça peut être utilisé aussi bien pour faire des cohortes, mais ça peut être utilisé par exemple, j'ai des chercheurs à Imagine qui ont trouvé un patient avec une nouvelle mutation et ils me disent voilà telle combinaison. Est-ce que tu pourrais enregistrer cette alerte dans l'entrepôt de données? Si un jour il y a un patient qui a cette même combinaison phénotypique, qu'on puisse le tester immédiatement sur ce gène. Et il y a eu plus de 100 publications qui citent ou remercient Dr Warehouse. Alors, j'en parle ici parce que je crois que je n'ai pas prévu de slide pour réduire le temps. On a mis en place sur les cohortes, je m'entends en écho, ouais, je ne sais pas pourquoi. On a mis en place un système qui permet d'extraire automatiquement des informations depuis les comptes rendus des patients. Donc l'idée, c'est on a le moteur de recherche pour tester des hypothèses, créer les cohortes, une fois qu'on a la question scientifique. Et la question suivante, c'est comment générer la base de données structurée pour faire mon étude scientifique. Et l'idée, du coup, c'est de... Je vous laisse faire. Et l'idée, c'était de proposer un outil assez simple qui permet de retrouver les éléments dans les dossiers des patients pour alimenter la base de données structurée. Alors au début, j'avais juste mis un moteur de recherche, j'avais mis une vision par patient, et avec un petit moteur de recherche sur le patient. Et quand est-ce qu'il lui date de la dernière biopsie, on tapait biopsie, on avait les biopsies, puis on pouvait assez rapidement. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a automatisé ce process. Et donc, quand on est sur le dossier d'un patient, on a créé l'ICRF à côté, et automatiquement, il va aller chercher dans tous les comptes rendus où il y a l'information pour remplir l'ICRF, il le pré-remplit, et l'utilisateur peut le corriger. Donc ça change complètement la manière d'envisager les bases de données. C'est-à-dire qu'on ne fait plus de bases de données structurées a priori, on les fait une fois qu'on a la question scientifique et qu'on sait exactement ce qu'on veut extraire. Et ce qu'on a montré, qu'on a publié il y a 2 ans, c'est que dans un projet de cardiologie, c'est qu'on passe 2 fois moins de temps, ça fait gagner... on passe 2 fois moins de temps à remplir l'ICRF, je pense qu'on peut même aller plus loin, et surtout on divise par 4 le nombre d'erreurs. Et ça m'a davantage surpris, parce qu'on peut vraiment remonter dans tout l'historique des comptes rendus de manière automatisée, on n'a plus à le faire à la main. Et on a un projet ANR en cours avec la BNDMR, justement, pour voir comment on peut utiliser ça pour la BNDMR, pour Bamara. Ça ne marche plus du coup. C'est pas grave, je vais le faire là. Voilà pour la partie moteur de recherche. Ensuite, il y a la partie génération d'hypothèses, avec l'idée d'extraire automatiquement par des méthodes d'intelligence artificielle des informations à partir des comptes rendus. Donc on reste toujours sur le traitement du langage. Donc comment extraire automatiquement les symptômes, les cycles cliniques, les diagnostics. Là on travaille aujourd'hui sur l'extraction des gènes causaux depuis les comptes rendus, parce qu'on a beaucoup de patients qui viennent à Necker avec le diagnostic génétique. Et donc le diagnostic génétique n'est pas dans une base de données structurée parce qu'il n'est pas diagnostiqué à Necker, ça va être écrit dans les comptes rendus. Donc comment extraire toutes ces informations-là pour pouvoir ensuite faire du computationnel dessus. On travaille aussi sur les photographies des patients, parce qu'on s'est rendu compte que les généticiens ne décrivent pas le patient dans sa totalité dans les comptes rendus, parce que le compte rendu est donné aux parents. Et par égard pour les parents, ils vont rester parfois un peu flous, ou un peu moins précis. Par contre, ils vont documenter les dysmorphies du patient en prenant en photo. Et donc, ça nous faisait plein de codes HPO, en gros, en moins, dans les comptes rendus. Et on travaille aussi sur les séries temporelles. Donc, on a développé notre propre modèle à Necker de phénotypage à partir des comptes rendus et à partir des photos. Et on a pu, à partir de là, faire différents applicatifs. Là, c'est juste pour montrer le travail que ça a dû être. Alors là, c'est un exemple qui n'est pas celui qu'on a fait, c'est l'anglais. C'est une capture d'écran. Pour pouvoir développer ces modèles d'intelligence artificielle, à chaque fois, c'est compliqué. C'est pas simple de faire l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de travail d'expertise manuelle. Donc on a dû annoter à la main des milliers de comptes rendus
pour dire ça c'est un phénotype, dans une négation, dans une affirmation, dans une hypothèse, c'est le patient, c'est l'antécédent familial, etc. Et on a dû faire ça sur pas mal de comptes rendus pour qu'ils soient capables d'apprendre. Pour les gènes, je pensais que ça allait être simple, et en fait c'est très compliqué aussi. Déficit en DOC8, DOC8 c'est quoi? C'est un gène ou c'est une protéine? Et donc pour chaque élément qu'on annote à la main, il fallait qu'on se pose la question. Et c'était un enfer. Mais on en voit le bout. Donc voilà, donc c'est juste pour vous dire que faire l'intelligence artificielle, c'est compliqué, et même quand on utilise les modèles de langue large, qui sont censés améliorer l'extraction de ces informations, ce qu'il faut savoir, c'est que les modèles de langue large, on peut lui donner le compte-rendu, lui dire « extrais-moi les phénotypes », il va le faire, sauf qu'il va prendre beaucoup de temps pour faire un compte-rendu. Et on ne pourra pas le généraliser sur 10 millions de comptes-rendus. Et donc on est obligé d'avoir d'autres stratégies qui sont beaucoup plus efficaces et moins coûteuses en énergie. Et même si on le fait avec le modèle langue large, on a besoin quand même d'avoir un corpus annoté pour évaluer les capacités du modèle de langue large à extraire ces phénotypes. Quand je parle de modèle de langue large, ça vous parle, c'est ChatGPT, pour faire simple. Le modèle de langue large, c'est des gros modèles de langue qui sont capables d'interroger. Alors sauf que ChatGPT, c'est avec du prompt intégré. Phénotypage haut débit, donc c'est ce qu'on a fait. Donc on a, sur tous les comptes rendus de tous les patients de l'hôpital, on a fait tourner cet extracteur qui est aligné avec des thésaurus internationaux comme HPO, MEDRA, OMIM, SNOMED. Et on a en plus le contexte, si c'est négation, et si c'est le patient ou la famille. Et donc ça veut dire que quand on fait une requête dans l'entrepôt, n'importe quoi, un médicament, une maladie ou une combinaison de ce qu'on veut, sur tous les patients retrouvés, on va pouvoir agréger ces données et avoir une description automatique de la population. Avec des faux positifs, avec des faux négatifs, c'est pas parfait, mais ça permet déjà d'avoir des hypothèses. Et on a publié ce travail dans le journal Orphanet of Rare Disease en 2018, où on a évalué 5 cohortes maladies rares et on a montré que finalement on avait un recouvrement qui était pas mal avec Orphanet. On avait des choses en plus, des choses en moins, et les choses en moins, c'est parce qu'en fait, les thésaurus francophones n'étaient pas assez riches, il fallait les augmenter. Donc HPO n'existait pas encore en français, maintenant il est en français, donc on améliore l'extraction. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc ça veut dire que là, j'ai une cohorte, j'ai fait une cohorte de patients sur syndrome de Rett, et alors là, les résultats sont absurdes parce que c'est des données fictives, mais on montrait en fait dans le papier qu'on faisait sortir des signes qui n'existaient pas dans la littérature et nous qui ressortaient, comme l'ostéoporose, avec une très forte association. Et on a fait un papier plus récemment, il y a plein de chercheurs là, qui ont fait des papiers sur le syndrome de Myhre, sur les ciliopathies. Là, c'est un papier de 2023 dans l'épilepsia sur le syndrome de Dravet, où on a essayé de chercher les signes précoces entre 0 et 2 ans, extraits automatiquement à partir des comptes rendus, pour voir si on trouvait des signes qui permettaient de diagnostiquer plus rapidement cette maladie. Et donc, l'intérêt aussi, c'est que pour chaque patient, on va avoir une représentation synthétique. C'est-à-dire que le patient, ça va être une liste de phénotypes. Et donc, ça veut dire qu'un patient, ça peut être un vecteur. Et donc, si c'est des vecteurs, on va pouvoir faire la similarité, mais j'anticipe. Juste un autre cas d'usage, je fais une recherche dans l'entrepôt de données. Alors ça, c'est l'ancienne version de Dr Warehouse. Tout à l'heure, j'ai montré la nouvelle version. Ça, c'est la version old school. J'ai fait une recherche en mettant obésité, nystagmus et cardiomyopathie. Donc, il me retrouve 12 patients sur les 900 000 patients de l'entrepôt. Et sur ces 12 patients, en fait, si on regarde tous les phénotypes extraits et les diagnostics extraits, il y en a 4, donc un tiers, qui ont le syndrome d'Alström. Donc en fait, on peut même utiliser cette mémoire de tout l'hôpital pour proposer de nouveaux diagnostics. Alors je ne sais pas si vous l'aviez, l'association des 3 pour Alström, mais si vous mettiez dans Google, en fait, vous avez la même chose. Donc, ça perd un peu de son intérêt, mais c'est... Oui, mais bon, c'était... calcul de similarité entre patients. Alors, on est dans les maladies rares, donc ça veut dire que si on veut faire du machine learning, c'est compliqué, il faut pas mal d'exemples. Et les maladies rares, on n'a souvent pas assez d'exemples, des fois on n'a même qu'un exemple. Et donc l'idée, c'était, avec la similarité, c'est de pouvoir utiliser en fait le processus de retrouver des patients en errance sans passer par des méthodes de machine learning. Donc l'idée, c'est qu'on a un patient A, et on va pouvoir calculer une similarité avec le patient B à partir de tous les signes cliniques extraits des comptes rendus. Donc c'est assez simple, c'est de la géométrie, et donc ça veut dire qu'à partir de là, on va pouvoir faire du clustering, par exemple. Donc chaque point, c'est un patient,
Et on calcule une similarité entre tous les patients 2 à 2. On peut les projeter dans un espace à 3 dimensions ici, donc avec une UMAP, ce qui est utilisé dans le single cell énormément. Mais là, chaque point, c'est un patient. Soit on peut représenter 3 cohortes comme ici, et voir comment, s'ils se mélangent ou s'ils se séparent bien. Mais on peut prendre une seule cohorte et voir si à l'intérieur d'une cohorte, il y a une stratification des patients, et voir pourquoi. Et chaque point est cliquable, et on peut accéder au dossier du patient pour voir exactement ce qu'il a. Donc ça, c'est intéressant parce que quand on voit, par exemple, on prend 2 cohortes, et on voit qu'on a 3 patients de la cohorte A qui est mélangé au sein de la cohorte B et inversement, on peut les cliquer dessus pour regarder qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils ont, avoir un peu d'explication. Donc on voit qu'on est vraiment dans l'exploration. Il n'y a pas de statistiques, on ne va pas faire un papier directement avec ça, mais c'est vraiment dans l'exploration des données. Pour le dernier cas d'usage, je voulais vous parler justement de l'errance diagnostique, c'est comment on peut utiliser cette similarité pour essayer de retrouver des patients en errance. Donc typiquement, on va avoir un nouveau patient diagnostiqué sur un nouveau gène jamais décrit. Donc voilà, nouvelle mutation, a priori. Et on va essayer, première question, c'est depuis 20 ans à Necker, combien de patients sont venus et n'ont pas été diagnostiqués parce que le gène n'était pas connu. Donc il y a 2 approches, hein. Soit je prends tous ces phénotypes et je les mets dans le moteur de recherche, mais comme je ne sais pas vraiment lesquels sont pertinents, il y a de fortes chances que je retrouve 0 patient, parce que ça va être trop stringent. Et donc l'idée, c'est vraiment d'appliquer cette méthode de similarité. Donc j'en prends un et je lui dis, trouve-moi tous les patients qui ressemblent, et parmi eux, il y a peut-être des patients atteints. Et donc donc ça, on l'a fait tourner sur l'ensemble de... Quand je prends un patient, je le fais tourner sur l'ensemble de l'entrepôt, et je l'ai évalué sur 5 maladies rares, notamment la maladie APDS, une maladie de déficit immunitaire primaire. Et on avait à chaque fois, dans le top 20, au moins 1 ou 2 patients qui avaient la même maladie. Alors évidemment, on supprimait le nom de la maladie des phénotypes extraits, on gardait vraiment que les signes cliniques. Et comme je suis filmé, je ne dirai rien de plus. J'en parlerai une autre fois. Donc on a publié ce travail en premiers travaux en 2017 où on montrait qu'avec ces similarités, on réussissait à trouver des patients avec le même diagnostic. Chaque année, on a augmenté la méthodologie en prenant en compte la hiérarchie HPO, la topologie. On prenait la dépendance entre les concepts, ce qu'on ne faisait pas au début. Et plus récemment, on utilisait vraiment les dernières méthodes à la pointe en termes de représentation des connaissances avec ce qu'on appelle les embeddings. Donc c'est les grands modèles de langue qui permettent d'avoir... les concepts ne sont plus des concepts dans une hiérarchie comme HPO, ils sont eux-mêmes représentés sous forme de vecteurs, à partir de grandes bases de connaissances qui ont appris à les représenter. Et on peut faire du calcul de similarité entre phénotypes avant de faire du calcul de similarité entre patients. Ce qui permet de prendre en compte le fait que diabète, je n'ai pas d'exemple qui me vient en tête rapidement, mais microcéphalie et retard mental, bon, il y a un lien entre les deux, par exemple. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré cette méthode dans Dr Warehouse. C'est-à-dire que maintenant, les médecins, quand ils visualisent le dossier d'un patient, ils ont un bouton similarité qui permet de visualiser tous les patients similaires. Donc là, il y a la liste qui s'affiche en dessous, que je n'affiche pas, mais qui permet de voir tous les patients similaires et voir les phénotypes en commun et les phénotypes qui ne sont pas en commun. Et ça a été utilisé notamment par l'équipe de neurologie pédiatrique à Necker, où ils avaient 2 patients mutés sur le gène KCNA2, le patient 1 et le patient 2 qui sont à droite, là, avec la liste des... la liste des phénotypes à gauche. Donc en rouge, c'est parce qu'ils ont tous ces phénotypes. Et on voit qu'ils ont retrouvé le patient A, qui est effectivement très similaire aux 2 premiers patients. Et il était effectivement muté sur ce même gène après l'avoir testé. Et ils ont publié ce travail dans Genetics in Medicine en 2021. Alors, le problème qu'on a à Necker, c'est qu'on a beaucoup de spécialistes, et finalement, il y a assez peu d'errance diagnostique. Voilà. Donc c'est bien pour Necker, hein, c'est bien pour les patients qui viennent à Necker, mais les patients, quand ils arrivent à Necker, déjà, c'est que souvent, ils ont été identifiés comme possiblement ayant une maladie rare, s'ils n'arrivent pas déjà avec le diagnostic génétique. Alors du coup, pour nous, c'est un peu frustrant, parce que nous, ce qu'on veut, c'est retrouver des patients en errance, et donc l'idée, maintenant, c'est de s'appuyer sur d'autres hôpitaux qui ont moins de spécialistes, ou pour lesquels il y a peut-être un risque d'errance plus important sur des hôpitaux non universitaires, ou enfin, voilà.
où il n'y a pas ces spécialistes des maladies rares, et voir si on peut faire tourner cet algorithme de similarité à partir des patients archétypes qu'on définirait. Donc on ferait l'archétype du patient Castleman, et on essaie de retrouver des patients qui ressemblent à ce patient-là par similarité. Donc, voilà. Et pour ça, on va s'appuyer sur la spin-off qu'on a créée à Imagine, qui a industrialisé Dr Warehouse et qui est en train de l'installer dans d'autres hôpitaux. Mais l'idée, c'est qu'on est en train de le tester aussi sur des hôpitaux qui n'ont pas Dr Warehouse, qui ont d'autres entrepôts, et ça marcherait de la même manière, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut trouver du budget pour le faire. Je voulais finir ma présentation sur les photographies. Donc ça, c'est un projet qu'on a qu'on a commencé en 2018, qui s'appelle ID, Artificial Intelligence for Dysmorphology, et qu'on a repris ensuite dans le projet ANR Face for Kids, dans lequel on intègre ces méthodes-là associées au compte-rendu. Donc Face for Kids, ça va faire les photos et le texte, et ID, c'est vraiment que les photos. 30 à 40% des maladies génétiques sont associées à des caractéristiques faciales, que ce soit dysmorphiques ou pas. Ça s'appelle juste des caractéristiques assez subtiles. Et l'idée, c'était de s'appuyer sur la photothèque qui est à Necker. Il y a deux photothèques à Necker, une photothèque de génétique, du labo de génétique, et la photothèque de chirurgie maxillofaciale. Et de pouvoir utiliser ces photos pour essayer de diagnostiquer les patients avec une maladie génétique. Donc on est en train de développer une application téléphonique de détection de maladies rares. Donc on prend en photo le patient de face et de profil, et il propose un diagnostic. Alors évidemment, il y a tous les verrous, il faut une carte CPS, c'est pas ouvert à tout le monde, c'est uniquement les médecins, etc., etc. Et ce qu'on a fait avec ça, c'est qu'on a aussi intégré ce modèle de diagnostic dans la photothèque de Necker. Donc tout à l'heure, je vous ai montré sur les comptes rendus des patients, on peut retrouver des patients similaires, on a fait la même chose avec les photos. Et c'est assez redoutable. Alors j'ai pas d'évaluation à vous montrer parce qu'on l'a mis il y a un mois, on l'a mis dans les mains des médecins. Et en fait, ils l'utilisent tous les vendredis après-midi dans leur staff de génétique. Ils l'utilisent pour voir s'ils retrouvent des patients non diagnostiqués, ou si ça confirme, ou si voilà. En tout cas, ça a l'air de beaucoup leur plaire. Juste pour vous dire, la patiente qui est en bas à droite, c'est une patiente générée de manière synthétique. Donc ça, c'est un travail qu'on est en train de mener avec Ludovic Bénichou, qui est un chirurgien à Saint-Joseph, qui fait sa thèse là-dessus. Donc pareil, à partir de photographies de patients, on est capable de générer des faux patients, des patients qui n'existent pas, sur des pathologies précises, avec un âge précis. Fais-moi une jeune femme de 25 ans qui a telle maladie rare. Donc il le fait. Et donc on pense pouvoir l'utiliser soit pour augmenter nos algorithmes de machine learning, donc faire de l'augmentation de données, mais aussi à titre éducatif, pour illustrer des publications ou des enseignements. L'objectif final, on n'y est pas encore, c'est vraiment d'aller jusqu'au jumeau numérique. Donc le jumeau numérique, c'est vraiment quelque chose de très spécifique. C'était utilisé dans l'aéronautique avec les simulateurs d'avion. On a des données mécanistiques, biologiques, des données probabilistes et les données d'un patient. Et on va pouvoir simuler une action sur le patient. Si je lui donne tel traitement, qu'est-ce qui va se passer? Alors aujourd'hui, on travaille plus au niveau cellulaire. Donc on va pouvoir simuler un jumeau numérique d'une cellule de lymphocyte B d'un patient, avec les modèles mécanistiques, etc., avec son génome, etc., et pouvoir tester des choses sur cette cellule. On commence à simuler des organes, de cœur, de cerveau. À terme, on voudrait simuler tout le corps humain, ça va prendre du temps, si on y arrive un jour, mais c'est un peu l'objectif à la fin. Et c'est tout.